Chers amis, alors si vous me le permettez, je voudrais entamer cette présentation. Thank you. D'abord, je voudrais insister sur le caractère d'intellectuelle et de militante du professeur Aminata Diaw. Caractère intellectuel et militante qui n'ignore pas que son action s'inscrit dans des rapports de force, souvent difficiles. Et c'est cette posture d'intellectuelle et de militante qui a fait de sa présence au Codesria une présence active, mais en même temps une présence non fortuite. Parce que cette organisation, dont la configuration identitaire est formalisée à travers son projet, celui de l'émancipation des peuples africains, à travers l'idéal de justice sociale, d'égalité et de défense des droits. Aussi, permettez-moi de choisir quelques interrogations qui, en mon sens, donnent de la continuité au travail laborieux que menait le professeur Aminata Diaw, notamment à travers tout l'effort qu'elle menait en vue d'assurer ce qu'on appelle cette passation de génération qui fait toute la générosité de la personne. Alors, choix d'identifier quelques questions en me disant, est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans un moment de reflux, notamment des différents mouvements féministes? On se pose aujourd'hui la question en quoi l'entrée massive des filles à l'école, donc à l'accès au savoir, n'a pas permis d'aller jusqu'au bout du processus d'émancipation ou d'une rupture par rapport à un vécu dominé par l'idéologie patriarcale. Est-on face à un processus inachevé, corroboré par au moins 3 ou 4 points? Un reflux sur les questions de mixité, voire même une sorte de déqualification de cette question. On assiste à un déplacement des centres d'intérêt et de préoccupation de la question d'égalité et de justice. Y a-t-il aujourd'hui une rupture consommée avec les sujets de mobilisation, notamment des pays développés? Je prends le mouvement MeToo ou Balance ton port. N'assiste-t-on pas à une reconfiguration des modalités de mobilisation et à l'urgence du renouvellement des grilles d'interprétation des réalités sociales? Il n'y a pas de solution simple ou normative. Et nous vivons les mêmes paradoxes. Une forte présence à l'école, une forte présence des femmes dans l'espace public, mais qui en même temps est conjuguée à un faible accès au travail, un faible accès aux postes de responsabilité. Il y a une faible présence dans les mouvements politiques traditionnels. Alors, je voudrais partager ces questions avec vous, de voir comment aujourd'hui l'hégémonie et la pesanteur sociologique de la moralisation dans nos sociétés par rapport à un processus de fond qui est celui de la sécularisation. Comment aujourd'hui toutes les problématiques de l'apparence, de la visibilité sociale sont quasiment en contradiction avec tout ce qui se prépare dans le tréfonds de la société et qui relève de la spiritualité. Donc j'ai choisi d'articuler ces quelques questions pour interroger le professeur Aminata Diaw et qui sera certainement présenté aujourd'hui, non seulement par notre collègue Souleymane Bachir Diagne de la Columbia University City, et ensuite avoir les représentants de la famille d'Aminata Diaw, et enfin d'avoir un mot de clôture par Zodi Titaka de l'Université du Ghana, et qui est en même temps la présidente du Codesria. Voilà, merci.
un peu de temps à passer, mais le temps qui passe n'entame en rien l'émotion et le sentiment de l'absence qui sont toujours aussi vifs. Il permet cependant, avec un certain recul, une certaine sérénité dans l'appréciation de la trajectoire lumineuse qu'a tracée Aminata Diaw et qui signe sa présence dans les humanités africaines. Aminata Diaw aura donné le meilleur d'elle-même à deux institutions qui nous sont chères, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, depuis qu'elle a choisi d'y servir à la rentrée de 1986, le CODESRIA, à qui elle a apporté de 2010 à 2016 sa vision, sa souriante détermination, son sens des relations humaines. Aminata Diaw aura donné le meilleur d'elle-même à l'intelligence africaine qu'elle aura aussi représentée au plus haut point. Pour sa contribution à la Bibliothèque des sciences sociales et des humanités africaines, Aminata Diaw avait fait le choix de la conférence, de l'article, de la contribution à des ouvrages collectifs. Pour elle, penser, c'est penser avec, c'est penser ensemble. C'est penser surtout avec la passion au cœur, la passion de l'Afrique. Dans la continuité de la brillante thèse de doctorat qu'elle a consacrée en 1985 à la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, elle a commencé par confier au cahier de philosophie politique et juridique de l'Université de Caen un article remarquable et remarqué sur Rousseau et la Révolution française à propos de la théorie de l'État. C'était en 1988. 2 ans plus tard, elle a publié dans un ouvrage collectif consacré à Montaigne une contribution intitulée « Du refus du modèle à l'invocation d'autorité, Rousseau et Montaigne ». Je suis bien placé pour parler de ce second article parce qu'il avait été commandé par notre collègue Blum, le professeur Blum, qui avait organisé un colloque sur Montaigne. Et nous nous étions retrouvés, Aminata et moi, à penser ensemble avec l'auteur des essais, elle en le mettant en conversation avec Rousseau, et pour ma part, avec Blaise Pascal. En cette même année 1990, et toujours dans la même veine et selon la même continuité, cette fois dans la revue sénégalaise de philosophie dont Aminata fut un pilier, dont elle fut l'âme pendant de nombreuses années, elle a publié L'autorité du souverain ou Le pari de la liberté chez Jean-Jacques Rousseau. Entre-temps, il s'était effectué une réorientation décisive de son intérêt philosophique qui l'avait vu passer de l'exégèse et de la philologie des textes à l'intervention dans la théorie et dans la sphère publique, à l'intervention dans la sphère publique avec l'arme de la théorie et l'intelligence analytique. Une contribution comme la communication qu'elle fit sur les nouveaux contours de la sphère publique illustre cette réorientation qui s'était en vérité déjà amorcée lors du colloque organisé à Dakar pour le bicentenaire de la Révolution française. Au cours de cette rencontre internationale, Aminata, brillante et lumineuse comme toujours, avait présenté une réflexion remarquable sur le code noir et le silence du philosophe. J'ai parlé de réorientation parce qu'il ne s'agissait plus pour elle de commenter ce qu'avaient écrit les philosophes des Lumières dont elle avait une profonde intelligence. Il s'agissait désormais pour elle de les interroger, de les mettre en question, de les mettre à la question sur ce sur quoi ils avaient fait silence. Que sur le code noir,
exprimant la capacité d'inhumanité de l'humain, le philosophe put faire silence et manquer de s'indigner. Cela était, à ses yeux, la pire injustice qui put se perpétrer contre les Lumières, justement, contre l'esprit, tout simplement. La philosophie commence, dit-on, avec l'étonnement. Il faudrait ajouter, et c'est tout le sens du combat intellectuel qu'a mené Aminata, que la philosophie commence avec l'indignation. Que ce combat prit la forme de l'exigence d'égalité des hommes et des femmes, qu'il prit la forme de la défense et de l'illustration des arts africains, qu'il prit la forme d'une réflexion sur le temps afin de faire advenir un nouvel imaginaire du développement, qu'il prit la forme d'une dénonciation des lenteurs et des insuffisances dans la démocratisation continue en Afrique et au Sénégal. Il s'agissait toujours pour Aminata de dire non à l'exclusion et à l'injustice et de rappeler aux intellectuels leur responsabilité de s'indigner. Dans la démocratie des lettrés, qui est probablement, et à juste raison, l'essai le plus cité d'elle, elle rappelle aux intellectuels la généalogie qui leur fait obligation de toujours s'égaler aux exigences de leurs responsabilités. Je cite Aminata, « Les artistes, écrivains et professeurs qui se prononcèrent pour la révision du procès Dreyfus le firent au nom de leur statut d'intellectuel. » Pour Aminata, cette responsabilité à laquelle elle tenait tant devait aussi signifier la capacité d'argumenter avec rigueur et d'écrire dans un style clair. C'était écrire, la limpidité de l'écriture était pour elle le signe de cette vertu que l'intellectuel doit toujours honorer et qui est la politesse. Je terminerai en disant qu'il ne faudrait pas croire que ce que j'ai appelé une réorientation dans la réflexion philosophique d'Aminata Diaw est signifié en quelque façon que l'exigence d'intervenir dans la sphère publique lui avait fait rompre avec la tâche d'exploration de l'histoire de la philosophie politique. Elle revenait ainsi toujours à la source avec le plus grand plaisir. Comme lorsqu'à Nantes, au congrès de l'Association des sociétés de philosophie de langue française en 2004, elle a proposé une réflexion intitulée « Savoir être ignorant au XVIIIe siècle », la leçon de Jean-Jacques Rousseau. Surtout, Aminata a su former les plus brillants étudiants à cette histoire de la philosophie des Lumières. Elle et moi avons ainsi co-dirigé la thèse de Babacar Ndiaye, cet officier sénégalais qui a fait notre fierté et qui a perdu la vie en faisant son devoir de soldat, en protégeant le Bureau des Nations Unies à Alger lorsque celui-ci fut l'objet d'une attaque terroriste. Aminata avait transmis à Babacar sa passion pour Rousseau et l'avait conduit dans l'écriture d'une magnifique thèse de doctorat. Que Dieu les ait tous les deux en sa miséricorde. Babacar avait pour Aminata son mentor, une véritable vénération, comme seuls les soldats savent en manifester pour l'esprit. Cela se comprend, il ne pouvait pas en être autrement. On ne pouvait pas connaître Aminata Diaw Cissé, penser avec elle, pleurer et rire avec elle, s'attrister avec elle, se réjouir, s'indigner avec elle, sans l'admirer, sans l'aimer.
Merci Souleymane Bachir Diane pour ce descriptif qui est extrêmement épuré mais qui va véritablement à l'essentiel, où on voit justement chez Aminata Diaw comment l'inquiétude et l'effort sont au cœur, en fait, de sa réflexion pour l'action. Et c'est cette unité dont vous venez maintenant de nous restituer qui nous l'a grandi encore plus, et comment, en fait, quand on dit placer la pensée avant l'action, cette vérité, finalement, à quel point elle lui a donné du sens. Alors, peut-être maintenant, nous allons écouter les représentants de sa famille, donc voir une dimension peut-être plus subjective, même si, évidemment, l'effort de restituer toutes les qualités d'une maman sont importantes. Allez-y. Bonjour, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Depuis une semaine, je sais que je devais représenter la famille à cette présente manifestation et parler de ma mère devant ses pairs et à l'occasion de cet hommage que lui rend le CODESRIA. Depuis donc une semaine, 2 mots me sont tout le temps présents à l'esprit, gratitude et éthique. Gratitude, c'est de la part de notre famille, en direction du CODESRIA et de la communauté scientifique africaine et d'ailleurs. Merci au secrétaire exécutif du CODESRIA et au personnel administratif et de recherche. Gratitude, c'est aussi à l'endroit de notre cher papa, que j'appelle Thier, qui a l'humilité et la générosité de se mettre en retrait et de vouloir éclairer la mémoire de notre regrettée maman à travers ses enfants et ses écrits. Merci à Amina Mama, que ma sœur et moi avons rebaptisé Amina Mama, à Tata Essi, Rokaya, Penda, Abena et toutes les autres, à ceux dont les noms ont toujours résonné à la maison, Mamdani, Achille, Olokushi. Merci à mes oncles, parce que frères et amis de ma mère, et père, parce que frère et ami de mon père, Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf et Brima Sall. Merci enfin à ses autres amis interprètes, à ses autres maris, interprètes et traducteurs, toujours dans l'ombre, tonton Zal et tonton Lamine. Awa et moi, nous vous aimons. Le mot éthique me vient tout le temps à l'esprit quand je pense à maman, à nos discussions à la maison. Je l'entends encore nous dire à ma sœur et moi que l'éthique devait gouverner toute notre vie si nous voulions être des gens bien. Aminata Diaw parle de l'éthique qui habite la philosophie depuis ses premiers âges et qui, du fait du progrès extraordinaire des sciences, des biotechnologies et de l'intelligence artificielle, a étendu son empire à bien d'autres domaines. Pourquoi ce besoin d'éthique qui justifie qu'aujourd'hui l'éthique ne soit plus la préoccupation des seuls philosophes, mais qu'elle devienne même un enjeu international pris en charge par différentes disciplines et à tous les niveaux, par les organismes internationaux, par tous ces comités nationaux d'éthique et de bioéthique, par les chercheurs, par vous et moi en tant que citoyens. La bioéthique donne la mesure des préoccupations éthiques des sociétés contemporaines, lesquelles sont à décrypter à l'aune de nouveaux défis rencontrés par le projet de la modernité, qui a érigé l'homme en souverain du cosmos. Cependant, si la modernité est portée par une foi inébranlable en la rationalité et par un sujet, lieu du rapport au vrai, le pouvoir incommensurable acquis sur la génération, la vie, la mort, ouvre sur un horizon d'incertitude qui somme l'agir humain à se définir de nouvelles justifications éthiques. Ainsi que le dit Edgar Morin, je cite, « Ce qui est intéressant quand on considère l'incertitude, c'est qu'elle ne nous laisse pas dans un vide total, complètement hagard, mais qu'elle nous fait réfléchir sur le pourquoi de cette incertitude, sur le problème même du devenir, de la vie, de l'histoire de la vie, de l'histoire de l'humanité. Surtout, l'incertitude nous donne le désir et la volonté d'une conscience lucide. » Fin de citation. Ce qui est en jeu derrière cette incertitude, c'est bien la question du futur, en tant que l'existence de ce dernier, est aujourd'hui conditionnée par la valeur éthique de notre action. Ainsi, au déficit d'éthique est corrélé un besoin d'éthique, surtout dans un monde où la marchandisation érigée en nouveau culte, sans visée éthique, se joue des territoires, des frontières et d'une certaine manière de l'humain. Un credo des adeptes du marché n'est-il pas qu'il peut se réguler tout seul? Les crises politiques et financières actuelles, les drames humains engendrés avec leurs conséquences sur le lien social se passent de commentaires. C'est parce que le futur est désormais marqué du sceau de l'incertitude que nous interrogeons notre responsabilité devant l'avenir comme un impératif éthique. Une telle préoccupation ne nous ramène-t-elle pas à l'auteur de l'éthique à Nicomaque, qui fait de la délibération sur l'avenir un moyen de soustraire le futur à l'indétermination et au hasard?
L'éthique est partie intégrante de la philosophie, discipline que son étymologie permet de définir comme l'amour de la sagesse. Rappeler cette appartenance, c'est indiquer du même coup que ce qui caractérise l'éthique est bien le questionnement. Le fait de n'admettre aucune incertitude comme préétablie et définitive pour justifier l'action. Par là, l'éthique exhibe sa différence fondamentale d'avec la science, laquelle semble se suffire de l'objectivité et de la neutralité supposée de ces critères. En convoquant l'idée de bien, de bon, de juste ou de vertueux, l'éthique nous fait appréhender la pleine mesure de l'humaine action. Celle-ci relève certes du préférable, mais ce préférable est par nature indéterminé et non donné a priori. En étant le seul être de la nature doté d'une capacité d'artifice et de représentation, et donc le seul capable de transformer le temps en histoire, l'homme ne peut ainsi réduire le sens de son action à l'acte lui-même. Le sens de ce qui doit être fait transcende l'agir humain, convoque la délibération et le choix, et donc nécessairement la responsabilité. Responsabilité envers soi-même, envers l'humain, envers le vivant. Mais alors, si l'éthique peut être définie très en gros comme une orientation de l'agir humain par des normes, la relation de notre agir avec le monde habitable est immédiatement source de questionnement éthique. Plus précisément, les effets même non voulus de l'intervention de l'homme à l'échelle planétaire posent d'emblée le problème moral ou éthique en termes de responsabilité. Si aujourd'hui donc cette responsabilité prend une résonance particulière, c'est sans doute parce que nous vivons dans un monde fortement éprouvé, parce que Alain Bir appelait la crise du savoir et y voyait, je cite, « l'incapacité propre aux sociétés contemporaines d'élaborer et de proposer ou d'imposer à leurs membres, individus ou groupes, un système de référence, idées, normes, valeurs, idéaux, qui leur permettrait de donner un sens stable et cohérent à leur existence, de construire leur identité, de communiquer avec les autres, de participer à la production réelle et imaginaire du monde, en le rendant subjectivement vivable et habitable. » Fin de citation. En modifiant fondamentalement nos modes de vie et de pensée, la mondialisation avec sa logique de rentabilité d'une part, le développement fulgurant des biotechnologies et l'impact des sciences de la vie d'autre part, place la civilisation humaine devant l'incertitude du futur, qui n'est autre que l'expression même de la menace qui pèse sur la vie ou sur le vivant. Tout ceci ne peut manquer d'interpeller nos valeurs, notre relation au monde, notre être au monde. On pourrait voir dans tout ce processus la conséquence de l'ambition affichée dès le XVIIe siècle par le fameux devenir maître et possesseur de la nature, professé par Descartes et qui, par cet acte même, donne à la nature un statut inférieur. Cependant, ceci ne doit pas nous faire oublier la voix qui s'élève dans un siècle des Lumières audacieux, tout acquis à l'idée de progrès et grisé par les prouesses de l'esprit humain, consignée par les amis de Diderot dans l'encyclopédie. Cette voix, c'est celle de Rousseau, se réappropriant la fameuse interrogation du sujet proposée en 1750 au concours par l'Académie de Dijon, à savoir si les sciences et les arts ont contribué à épurer les mœurs. Dans sa réponse consignée dans le discours sur les sciences et les arts, communément appelé Premier discours, Rousseau mentionne explicitement l'enjeu de la question qui l'occupe. Je cite, « Ce n'est point la science que je maltraite, c'est la vertu que je défends devant les hommes vertueux. » Fin de citation. C'est bien cette défense de la vertu qui le pousse, conforté par la position de Socrate, à faire l'apologie de l'ignorance, comprise comme la conscience de ce qu'on ne sait pas. N'est-ce pas là le péché originel de la science? Penser qu'on peut tout savoir. Ces deux postures, celle de Descartes et de Rousseau, montrent, si besoin en est, que dès l'aube d'une modernité qui se prévaut de la référence anthropologique et de la sécularisation du politique, la préoccupation éthique au regard du pouvoir conféré à l'homme par la science et la technique est déjà bien présente. La raison en est sans doute le risque qui se profile et que nous nommerons en empruntant le mot de Heidegger, l'oubli de l'être. Maîtriser, dominer, calculer, n'est-ce pas au fond ce qui se donne à lire dans tout le projet de la modernité? Toutefois, l'introduction de l'homme dans le sanctuaire même de la vie, grâce aux biotechnologies, pose à la civilisation humaine des problèmes et des défis inédits. Ainsi, avec la sexualité sans procréation par exemple, on a vu une maîtrise scientifique, la contraception, rendre possible une revendication et l'érection d'un droit, le droit pour la femme de maîtriser son corps et sa fécondité, sans oublier les répercussions sociales et politiques qui en ont découlé. La science ouvre-t-elle la porte à de nouveaux droits, de nouvelles libertés, de nouveaux rapports sociaux? Quelle que soit la réponse à donner à ces questions, il paraît de plus en plus évident que le futur à penser nécessite un nouveau paradigme, comme l'indique le brouillage des frontières entre le privé et le public, la nouvelle configuration de l'intime, l'immixtion des biopouvoirs, mais aussi de la marchandisation au cœur même de la génération, la déclinaison de la parentalité sous une pluralité de modes,
la banalisation problématique de la liberté et du droit. De ce point de vue-ci, l'on peut se poser la question de savoir si le droit à l'enfant ne nous interpelle-t-il pas sur le droit de l'enfant. Quel sens assigner au droit devant l'inflation de droit? Devons-nous traduire en droit tout ce que la science et la technologie déclinent comme relevant du possible? Ces interrogations et préoccupations ne doivent-elles pas nous ramener à ce que Kant nous dictait déjà en 3 formules comme impératif catégorique? Premièrement, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Deuxièmement, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Troisièmement, agis selon des maximes qui puissent se prendre elles-mêmes pour objet comme loi universelle de la nature. À ces 3 formules et pour étendre la responsabilité éthique humaine aux générations futures, Hans Jonas ajoute, je cite, « Agis de telle sorte qu'il existe une humanité après toi. » Fin de citation. L'héritage consubstantiel à la civilisation humaine n'est possible que si s'effectue une transmission de valeurs. Seule cette procédure permet à l'homme d'éprouver son humanité, de transcender sa propre finitude et de transformer le temps en histoire. Ce qui est en gestation dans nos sociétés n'est déjà plus identique à ce qui a été de tout temps, mais donne déjà à voir l'oubli de l'être. Nous pouvons voir dans cet oubli de l'être la perte du sacré. Dès l'instant où tout est possible du fait de la technoscience, en d'autres termes, à partir du moment où il est possible, par des manipulations techniques, de modifier radicalement des figures essentielles de l'humanité, ne porte-t-on pas atteinte au principe même de l'impératif éthique? Le principe éthique fondateur ne trouve-t-il pas ancrage, depuis la formulation kantienne, dans le respect de la vie duquel découle la dignité humaine? Il est vrai qu'à ce niveau, nous courons le risque d'avoir à définir ce qu'est la vie, même si, comme le disait Locke, il n'y a pas de terme plus commun que celui de vie. Force est de reconnaître ce qu'on a consacré sous le mystère de la vie. Il nous faut convenir alors que la définition de la vie n'est pas seulement une question de fait, elle est aussi une question de droit. Elle engage tout entière la conception de ce qui fait notre vécu. Dans son essai Éthique et politique, Salvatore Vecca nous fait part d'un conte philosophique dont l'intitulé « Si Dieu est mort, tout est-il permis » est emprunté à Dostoïevski. Une telle interrogation ne saurait être le signe annonciateur d'une licence absolue ou d'un immoralisme total, car, et au fond, c'est un des signes que Salvatore Vecca tire du conte. Les hommes ne pourront jamais faire l'économie de la question fondamentale « Comment devons-nous vivre ?» C'est pourquoi la seule chose que Dieu laisse en héritage aux hommes, c'est bien l'éthique, ici, signe ultime de la reconnaissance de notre humanité. Après tout, n'est-ce pas une invite de Dieu faite à l'homme de préférer la sagesse au savoir? S'il n'est aucune échappatoire possible à la question « Comment devons-nous vivre ?», c'est-à-dire à la question du sens, alors il reste à l'homme à se réinventer, à s'adonner une fois de plus à l'épreuve de sa propre humanité, non pas par le biais du calcul et de la maîtrise de la nature, mais plutôt par le biais de la création, celle d'une nouvelle histoire partagée grâce au langage. Il s'agit de construire, grâce à la discussion, de nouveaux consensus, de nouvelles normes et valeurs, de nouvelles pratiques pour donner sens au vivre ensemble. La dimension éminemment politique de cette expérience fait que la deuxième interrogation kantienne « Que dois-je faire ?» implique désormais un sujet collectif, dès lors qu'il devient possible d'esquiver la question de la valeur éthique de l'action qui réside dans sa signification pour l'espèce humaine. Que devons-nous faire? Comment devons-nous vivre? Sans avoir la prétention de fournir des réponses à des questions d'une telle gravité, parce qu'engageant l'avenir du vivant et le futur de la civilisation humaine, on peut tout au moins indiquer 2 choses qui semblent incontournables. C'est d'une part le chemin de l'être face à la nature et à son équilibre, et avoir non pas une attitude de maîtrise, mais plutôt de respect, et ce afin de répondre à l'impérieuse solidarité anthropo-biocosmique. C'est d'autre part adopter comme règle de vie la délibération qui, seule peut nous permettre de retrouver non pas le chemin du rationnel, mais celui du raisonnable, et d'éviter l'illusion de la neutralité et la tentation de l'endoctrinement. Mesdames et messieurs, la délibération se fait ainsi l'espace de définition de nos devoirs individuels et collectifs, mais aussi lieu de rencontre de l'universel comme horizon de notre action, et la contingence qui est son lieu de détermination. Autrement dit, le raisonnable ne peut émerger que de l'échange et de l'argumentation entre des hommes et des femmes, j'allais dire des femmes et des hommes, qui sont guidés par la prudence. Nous sommes tous concernés en tant qu'humains et en tant que citoyens, parce qu'il s'agit de défis globaux. La prise en charge politique de cette préoccupation se fera nécessairement par le biais de l'éducation. Qu'en est-il alors de l'Afrique?
L'Afrique, plus que tout autre continent, est concernée par cette responsabilité devant l'avenir du fait même que la vie y est un miracle permanent. Pour une part importante de la population africaine, manger est un défi qu'impose chaque jour qui se lève. Se soigner est une chose dont on ose rêver, et l'école est un non-lieu pour beaucoup de nos enfants. Sans verser dans l'afro-pessimisme, nous pouvons facilement admettre que la pauvreté, le sida, l'analphabétisme, l'absence de sécurité alimentaire et d'infrastructures, la malgouvernance, les atteintes permanentes contre la démocratie et l'état de droit sont nos urgences pour aujourd'hui, voire peut-être encore pour demain. S'occuper du futur et s'imposer une responsabilité devant l'avenir résonne plus comme une hérésie. Soit, mais comprenons-nous bien, c'est justement pour toutes ces raisons qui expriment la vulnérabilité de nos sociétés que ce que nous avons décliné comme impératif éthique devient pour l'Afrique urgence éthique. Il ne s'agit point de dire que le respect de la vie et du vivant est en terre étrangère sous nos cieux. Qu'on se rappelle la charte du Mandé. De ce que les Djeli ou griots nous ont rapporté, nous retenons cette déclaration liminaire des chasseurs ainsi formulée. Je cite, « Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre. Mais une vie n'est pas plus ancienne, ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une vie n'est pas supérieure à une vie. » Fin de citation. Cette charte du vivre ensemble, qui fait de la vie la valeur suprême et du respect de la vie l'exigence principale, tranche fondamentalement d'avec notre présent, comme le montrent hélas les situations ici même, au Mali, au Niger, au Nigeria, pour ne citer que celle-là. La vulnérabilité même de nos sociétés est la raison essentielle qui doit nous pousser à nous soucier des questions éthiques. Ces questions nous concernent au nom de l'arrachement au présent. Qui peut nous assurer que des expériences en contradiction avec le principe kantien, qui impose de considérer toujours l'homme comme une fin et non comme un moyen, ne seront pas effectuées dans nos pays, sur des personnes dont l'ignorance et la pauvreté n'aident pas à faire respecter leur humanité? La responsabilité devant l'avenir ne peut être assumée que par des hommes et des femmes. Que dis-je? Des femmes et des hommes. Arrachés aux besoins animaux. La question éthique n'a de sens que dans l'horizon de notre humanité. Mesdames et messieurs, ma mère conclut cette réflexion sur la responsabilité devant l'avenir ou l'impératif éthique en empruntant ces mots de Sylviane Agacinski dans son texte intitulé « Transmettre ». Notre temps rencontre la question de la transmission avec d'autant plus d'acuité que la pensée moderne a rompu avec la tradition. La réponse à cette question de la transmission ne se trouve pas dans ce que nous pourrions devoir au passé, mais dans ce que nous devons à l'avenir, c'est-à-dire aux générations futures. Plus exactement, elle résulte de la conscience plus ou moins vive que nous avons d'exister dans un entre-deux et d'être responsables du monde devant ceux qui nous suivront, même et surtout s'ils doivent devenir différents de nous. Fin de citation. Je vous remercie de votre patiente et aimable attention. Merci, et je crois qu'Aminata Diop peut reposer en paix. Elle a assuré aussi par sa filiation une suite à ses réflexions, à son action. Donc vous avez organisé votre intervention sur deux concepts, celui de la gratitude et celui de l'éthique. Or, ce qu'on peut dire, c'est qu'une reconnaissance, c'est le premier pas vers une renaissance. Et une renaissance et une reconnaissance par les pairs en Afrique, mais aussi par les institutions. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, c'est ce, malheureusement, dont souffrent nombre de nos intellectuels et universitaires, insuffisamment étudiés. Et aujourd'hui, vous avez donné la preuve qu'elle a su, de manière intelligente, donc donner du sens à la réflexion et à l'action, et qu'elle est aussi le produit de son temps et de cette accumulation dont, de manière créative, elle a su donner toute l'importance. Merci encore une fois à la famille, merci aux conjoints aussi, et la parole, le dernier mot, sera donné à la présidente du CODESRIA, donc Dodzi Titaka, qui est de l'Université du Ghana. Merci. Thank you very much, Nuria. Professor Tieno Mame Sise, Zainabou Sise, the families and friends of Professor Aminata Diop, our colleague, our sister,
and our friend. I first want to thank you for joining us today at CODESRIA, so we could express our condolences, but also to honor the memory and the life and the work of Professor Aminata Jao. It's with deep humility that I say a few words. I've always been intimidated by Aminata, her brilliance and the elegant way she spoke, and just how well it all came out. It was always very clear that you were standing before a deep thinker and a person of exceptional intellect. And since philosophy is a mystery to me, I've always felt very humble listening to Aminata. The thing that connected me to Aminata, though, was the way she combined her philosophy with African feminist thought. I thought this was remarkable because we know many philosophers, and it's not often that you find this connection with them. For many of us at CODESRIA, we always remember Aminata for her deep commitment to Pan-African scholarship and the amount of time and effort she gave for realizing this Pan-Africanism in both at CODESRIA, but also in other networks. For example, she and I were members of the Gender and Women's Studies Network for Africa's Transformation, a very important network which tried very hard to bring knowledge from feminist perspectives to the business of transforming Africa. Also, we have noticed and are very grateful for Aminata's contribution to training a generation of philosophers at UCAD through a doctoral school. And this was no mean feat. We also have learned the amount of work she did as a public intellectual in Senegal on questions of political modernity, the state, and citizenship. Most importantly, we knew her very well for her uncompromising activism around issues of women's rights and questions of religious fundamentalism. Perhaps one of the things that was most exciting to many of us was her contribution to that monumental work called Women Rights in Africa. I just want to share with you a review that a grateful reader made of this effort. She writes, the acclaimed Women Rights in Africa project continues with a second volume, Women Rights in Africa, West Africa and the Sahel. Drawing more than a decade of research on West Africa and the Sahel, the collection encompasses an epic cultural history through the voices of women represented in 20 languages, spoken in an area encompassing 12 countries. Beginning with African kingdoms dating 6 centuries or more before colonialism and independence, this volume gathers 132 texts, stories, songs, letters, drama, oral history, diaries, and historical documents, each with a readable, authoritative headnote explaining its cultural and historical context. A general introduction provides an overview of West Africa's cultural and literary history, including the brilliant and diverse traditions of women's oral literatures. In a highly informative preface, the editors place the collection into the wider historical and cultural context and address the question a reader might have: why concentrate on women writing? They also stress that the selection was difficult given the intense richness and complexity of the West African region, a mosaic of ethnic groups, languages, cultures, histories, and countries. If you've never seen this collection, I really commend it to you. It shows you, it really encompasses the qualities Aminata brought to her work. Much more than her intellect and her brilliance was her deep humanity, and I think that comes through in Professor Bashir Jan's words. It comes through in Zainabu's erudite presentation, and it comes through for all of us who have met her
in just her way of being, the way she carried herself and the way she handled herself. Again, I'd like to refer to a tribute by Fatou Sow, a dear friend of Aminata, which really educated me about what lay behind this person that we all encountered. And she says, we were sisters through our family roots, anchored in the city of Saint Louis, the former capital of Senegal and the cradle of an urban civilization of savoir-vivre and elegance, which sprang from the encounter of old local traditions with colonial culture. Aminata, who was born and raised in this city, bore the marks of this elegance. She has retained the gait, the voice, the restrained courtesy, the dignity, and the sensitive humanity. In short, a way of being Saint Louisan. She could comment on Aristotle, Locke, Hobbes, Rousseau, Condorcet, or Habermas, discuss women's rights, or evoke the transformations of Senegalese society while maintaining the same firm and calm, demure, and elegant voice. I thought this was really beautiful in the way in which it captured the Aminata that we all know. For Codesria, Aminata worked so hard. After a long-standing engagement with Codesria in all sorts of ways, she became the head of our training program, and for many years engaged with young scholars in training and in inspiring them to do better. The last General Assembly was one of the high points of Aminata's engagement with the Council. She was the co-chair of the Programs Committee, but I insist that she was also the heart and soul of the General Assembly. It was incredible the way in which she held the whole Assembly together, and I think many of us really miss her presence at this General Assembly. Codesria is also very grateful to Aminata for opening doors in Senegal for Codesria. The most recent example being what the minister said yesterday about the fact that Aminata had been very pivotal in securing this land at Diamniadio, the city of knowledge, for Codesria. I think the way Codesria can honor Aminata's memory is on two counts. One, to ensure that we actually build this headquarters on the land that Aminata helped us to acquire. Secondly, to reform our training program so that it's more meaningful, more effective, more responsive to the needs of our community. And last but not the least, to enshrine the work to transform the influence of feminist scholarship in Codesria's DNA. Thank you very much. Merci à Dodzi qui a opté pour célébrer donc la vie et le travail chez le professeur Aminata Diaw. Et en fait, c'est son engagement pour une Afrique solidaire, juste et égalitaire qui font que notre collègue et ami a mis le partage au cœur de son action. Et pour partager, il faut être généreux. Et la générosité, c'est ce qui fait la lumière chez ces personnes. Et son souci, justement, de contribuer au renouvellement générationnel est un souci que rencontrent et que vivent de nombreux intellectuels aujourd'hui en Afrique. Je vous remercie encore une fois pour ces mots dits avec beaucoup de simplicité. Et ainsi, nous terminons la première partie de cet atelier et entamer un second. Donc je te laisse la parole. Before they leave the podium, I would like to ask the chair to present. I would like to ask the chair to present to the family something that will remind the family of the value that Codesria did associate with the
family. So if Noria can do the presentation. And this is really just an appreciation from Codesria for the contribution that Aminata made to the Council and to the Pan-African intellectual community, for which we are really very grateful. Thank you very much. I will invite my colleague Divine to provide a second. I think Professor Tieno Sise should receive this one. Yeah, this is a book which Aminata Diaw invested in from the Gender Institute, published by Fatuso, our colleague, on gender and fundamentalism. This book actually has a very long journey from 2011, and we just published it like 2 weeks ago. I see Ebrima Sal is nodding his head because Aminata invested very deeply in the Gender Institute, and Fatuso, through various laborious work, and she can bear testimony to the ways in which this book represents a veritable struggle in our project to give Africa a voice. It's gone between Paris and Dakar, to and fro, through all sorts of debates and all sorts of fights about the autonomy of Africa to have a voice on the continent. And we are very proud and happy that this book is finally produced. So thank you, Fatou, for and dedicated, to Aminata Diaw, also because of the work that she has done, but also for her commitment and ensuring that African voices, especially the gender scholarship, should have, a voice. So this is from Codesria. There are 3 papers to be presented as part 2 of this panel. I know that we are running late, but I think it's important that we listen to the 3 presentations. Can you please come? And the minister will be the chair of the session. Let me return my word of thanks to the family of the late Professor Aminata Diaw for giving us the honor to celebrate and remember her at this General Assembly. I hand over to the chair of the panel. Très bien, merci. Donc, nous entamons notre deuxième partie avec 3 interventions. Donc, avec l'intervention de Mabunda Muhangi Brel Gema du CERAP, donc de la République démocratique du Congo, qui interviendra sur Kimpa Vita, une femme africaine ayant marqué l'expérience de la révolution en Afrique et en Amérique. Voilà, allez-y.
Non, ça ne cherche pas. Excusez-moi pour le désagrément. Je suis Jemama Bunda du Congo-Brazzaville, chercheuse au CERAP. La présente communication rend hommage au professeur Aminata Diaw, portant sur Kipavita, une femme africaine ayant marqué l'expérience de la révolution en Afrique et en Amérique, dont l'intérêt est de montrer le combat, la contribution des femmes dans l'émancipation socio-économique et politique du pays. Rapidement seront abordés le contexte, les objectifs, ensuite, bref aperçu sur l'histoire et la lutte de Kipavita, puis l'influence de son expérience sur les luttes de libération des Noirs en Afrique et en Amérique. Enfin, la conclusion et les principaux enseignements tirés de l'expérience de cette jeune héroïne. Au niveau du contexte, le Royaume Congo, avec une population de 3 millions d'habitants, comprenait l'Angola, l'extrémité de la République démocratique du Congo, la République du Congo et également le Gabon. D'après certains chroniqueurs, le Royaume Congo, à l'arrivée des Portugais, avait une superficie de 2 500 km². Sur le contexte économique, le Royaume Congo était essentiellement basé sur la production des ressources naturelles et du cuivre, l'or, le raffia, les vêtements. L'agriculture, la pêche, l'esclavage, la chasse étaient également pratiqués au Royaume Congo. Sur le plan intellectuel, il faut dire que le Royaume Congo formait déjà des élites de divers métiers. On retient quelques écoles prestigieuses, à savoir Kipasi, Kikimba, Bwelo et Lemba. Le plan politique et religieux étaient étroitement liés. Le roi était élu par un membre éligible de 12 clans du royaume. L'arrivée des Portugais au Royaume Congo par Diego Cao en 1483 et les conflits politiques sont à l'origine de la destruction du royaume, notamment de Bazankongo, la capitale. Sous l'influence des missionnaires catholiques arrivés au Royaume Congo en 1490, le roi Zingaku fut baptisé et prit le nom de Donzao. Le reste de sa famille fut autant. Ce baptême annonça le déclin du Royaume Congo. Après la mort de Donzao, en 1548, le Royaume Congo s'affaiblit de plus en plus. La région fut dépeuplée. La densité qui était jadis, la densité de la population plutôt, qui était jadis de 35 habitants par kilomètre carré, chutèrent de 5 habitants par kilomètre carré. Ce dépeuplement s'explique par la traite négrière et les conflits qu'elle engendra. C'est dans ce contexte chaotique que naquit Kipavita, une jeune femme qui, par ses idées ou encore par le biais de la religion, tenta de sortir le peuple de ce chaos. La présente communication est constituée de 3 objectifs, à savoir retracer l'histoire de cette jeune héroïne, montrer en quoi son expérience a influencé les luttes de libération des Noirs en Afrique et en Amérique, dégager les principaux enseignements pour les luttes pour l'identité culturelle dans un contexte où la mondialisation tend à l'uniformisation de la pensée et de la négation des identités culturelles des peuples. Donc, après la destruction du royaume par la traite négrière et la bataille d'Ambouila en 1684, naît Kipavita, une jeune fille dans la région de Mont-Kimbangu. Dès son enfance, elle est désignée comme Nganga,
Maringa, qui signifie prophétesse, à la société secrète religieuse Kipasi, société où étaient formés les garants de la spiritualité. À l'âge de 20 ans, elle reçoit une vision de Saint Antoine qui lui dit « Je suis Saint Antoine, j'ai été envoyé par Dieu pour apporter son enseignement au Congo. Actuellement, j'essaie à Kibangu et je t'ai choisi. » Souffrant d'une forte fièvre, elle décède, puis ressuscite 3 jours après et débute sa mission, qui était essentiellement basée sur la reconstruction du royaume, le rétablissement de la spiritualité africaine, la négociation afin d'obtenir un consensus entre les 2 prétendants au trône. Kipavita estimait que les Vaticans ou les missionnaires catholiques portugais se sont servis de la religion pour piller les ressources et contrôler le royaume Congo. C'est dans cet objectif que le premier et ancien ministre Jomo Kenyatta disait que lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avons les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés et dès lors que nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous avons la Bible. Kipavita organisait des séances de prière à Mont Kimbangu où elle a découvert la religion Ngunza qui est d'actualité en Afrique. Ces séances étaient animées par des trans appelés en Congo PV Yalongo. Elle alla au palais proposer au roi Pedro VI de se joindre à sa lutte. Témoigna le prêtre portugais. À son passage, les arbres tordus se redressèrent, les portes s'ouvrirent et d'un simple toucher, elle renda fertile les femmes stériles. Ses propos à l'endroit du roi étaient les suivants. Les Blancs ont blanchi Dieu à leur profit, mais un nouveau royaume va naître. Il faudra reconstruire les villes, relever les maisons. Les Capucins étaient considérés pour Kipavita comme des sorciers appelés en Kikongo Kadia Pemba. Selon elle, l'homme blanc tire ses origines de Fuma en Congo qui signifie l'écorce, qui signifie plutôt une pierre en argile. Et l'homme noir tire ses origines d'un arbre appelé Musunda. L'arbre et la forêt représentaient le monde invisible. Les lacs et les océans étaient habités par les ancêtres, ou Timbi. Elle disait qu'à la naissance, Jésus était enveloppé de l'écorce de l'arbre Musunda et toute personne faisant autant était bénie de Nzambia Pungu, qui signifie le Dieu Tout-Puissant. Le Congo, d'après elle, est la terre sainte. Les pères d'église sont des Africains et le plus important c'est Antoine. Jésus-Christ est né plutôt à Banza Congo et baptisé à la province de Sundi. Et Marie était une esclave de Nzimba Pungu quand elle avait enfanté l'enfant Jésus. À ce niveau, on constate que Kipavita a africanisé la religion, d'où elle estime que la sève rouge produite par l'arbre Takula est le sang de Jésus pouvant transformer la vie. Les enseignements de Kipavita ont gagné les localités suivantes du royaume Congo, à savoir Lemba, Banza Congo, Mbuli, Tsuka, Alemba. Ses disciples ont propagé son message à Louveto, Bazasoy, Nzeto, Tsukulu, Matari, Zola et Kunsunzo. On enregistre 80 000 conversions de la part de Kipavita, dont Donna Maria Hippolyta, l'épouse du roi Pedro VI. Kipavita, de ce fait, représentait alors une menace pour les Capucins, car les églises catholiques devenaient de moins en moins fréquentées. C'est alors que les Vaticans organisèrent un procès monté de toutes pièces, l'accusant d'hérésie. Lors de son procès, le père Bernardo de Gallo lui posa la question de savoir « Dites-moi si au ciel il y a des Noirs du Congo et sont-ils là avec leur couleur de noir ?» Kipavita répondit « Au ciel il y a des Noirs
du Congo et des adultes qui ont observé la loi de Nzambi. Mais ils n'ont pas de couleur, de noir ni de blanc, parce qu'au ciel, il n'a pas de couleur. Elle fut brûlée vif le 2 juillet 1706 aux côtés de son compagnon et de son bébé, de son fils. C'est à Saint-Esther qu'elle est considérée comme la Jeanne d'Arc africaine parce qu'elle a été une femme courageuse qui s'est sacrifiée pour ses idées, pour son peuple, également comme la mère de la Révolution africaine parce qu'elle était la première à se lever et lutter contre l'oppression portugaise. De même, il faut dire que la lutte de Kipavita a beaucoup influencé les esclaves originaires du Congo, déportés en Amérique, en Haïti, au Brésil, en Jamaïque. Ces derniers se sont inspirés de l'expérience de Kipavita afin de combattre le système d'esclavage. On peut également noter le grand soulèvement des esclaves qui s'est produit le 9 septembre 1739 aux Carolines du Sud, qui a donné lieu à la création de la première ville des esclaves appelée Santa Teresa de Mos. Ces derniers ont également poursuivi les pratiques religieuses du Congo Diatotela. On peut néanmoins citer quelques appellations similaires à la religion de Kipavita. Dieu, Nzambi, les esprits étaient appelés Onkisi, les esprits de la lumière Nzambi, les esprits des ténèbres Ondoki, et le culte était dirigé par Tatanganga. En conclusion, il faut dire que Kipavita est une grande figure religieuse et politique qui s'est levée pour combattre le joug de l'esclavage au XVIIIe siècle en Afrique centrale, perçu comme une menace par les esclavagistes missionnaires portugais. Elle a été brûlée vif à l'âge de 22 ans. Donc c'est pour dire que sa mission a duré 2 ans. Les milliers de ses partisans en Afrique et en Amérique ont continué son combat et ont réussi à vaincre le système de l'esclavage. Les idéaux de liberté demeurent actuels dans les pays africains dans le contexte du néocolonialisme. On retient principalement 3 enseignements, à savoir la religion est un instrument d'oppression ou de libération. La revendication de l'identité culturelle des peuples africains continue jusqu'à présent dans un nouveau contexte qui est celui de la mondialisation. Les femmes représentent des catégories sociales porteuses d'avenir, de justice et de progrès. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour cette présentation et de nous avoir donné vie à Kipavita, qui apparemment a eu une importance extrêmement vive. Alors, reste juste à savoir, est-ce que dans le récit national congolais, quelle place occupe Kipavita, donc son itinéraire et son rôle dans les manuels scolaires? Voilà, c'est juste une curiosité. Alors, nous donnons tout de suite la parole à Vanessa Aboudi de l'Université de Yaoundé sur mondialisation, internationalisation du genre et trajectoire divergente de la représentation politique des femmes au Cameroun. Merci. Bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de ce grand rendez-vous scientifique africain. La communication que je m'en vais vous présenter s'intitule « Mondialisation, internationalisation du genre et trajectoire divergente de la représentation politique des femmes au Cameroun ». Cette communication s'inscrit en effet en droite ligne de la thématique générale de cette 15e Assemblée générale du CODESRIA, dont l'énoncé met en exergue les crises, les opportunités et même les défis de la mondialisation pour l'Afrique. De manière plus restreinte,
Cette communication met en avant la représentation politique des femmes, du moins des Camerounaises, au sein des institutions parlementaires et municipales, dans un contexte international marqué par le discours sur l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. Comme le montrent plusieurs recherches sur cette question, la mondialisation a en effet entraîné un effacement des frontières nationales et une universalisation des valeurs. Les problématiques autrefois considérées comme relevant de la compétence exclusive des États se voient désormais traitées et pensées en termes universels. Parmi celles-ci, les droits de l'homme et particulièrement ceux de la femme occupent une place privilégiée. Avec le temps, la cause féminine est devenue le cheval de bataille des institutions internationales portées par l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la Banque mondiale. Les forums internationaux organisés au cours des 3 dernières décennies sur cette question ont permis de redéfinir les mécanismes, les processus et les structures de gestion des affaires publiques à l'intérieur des États, en vue de les arrimer à ce qui est désormais convenu d'appeler une exigence du temps mondial, à savoir l'égalité des genres. Pour uniformiser les efforts, la communauté internationale a institué un quota de 30% comme seuil minimal de représentation politique des femmes au cours de la conférence de Beijing de 1995. N'échappant pas à ce système globalo-libéral, le Cameroun a mené plusieurs actions, principalement à partir des années 1990, dans le but d'accroître la représentation politique des femmes. Plus récemment, en 2012, la clause sur le genre a été instituée dans le code électoral pour booster cette représentation. Partant de ce contexte général, je me suis retrouvée à interroger l'impact réel de la mondialisation du genre sur la représentation politique des Camerounaises au niveau du Parlement et des municipalités. J'ai ensuite fait ressortir 2 questions auxiliaires, à savoir: quelles sont les ressources mobilisées en contexte de mondialisation pour assurer la promotion des Camerounaises? Excusez-moi. Je disais tantôt, quelles sont les ressources mobilisées en contexte de mondialisation pour assurer la promotion politique des Camerounaises au sein du Parlement et des municipalités? Et quels sont les facteurs qui amoindrissent les effets de la mondialisation dans cette promotion politique du genre? J'ai relevé en outre 3 hypothèses de réponse, à savoir: premièrement, j'ai postulé que la mondialisation n'apporte pas une promotion politique conséquente des femmes au niveau du Parlement et des municipalités. Secondairement, il y a une asymétrie entre la représentation formelle et la représentation descriptive des femmes au niveau du Parlement et des municipalités, car il y a des facteurs structurels et individuels qui constituent des goulots d'étranglement pour la représentation politique des femmes que la mondialisation elle-même peine à délier. Pour construire cette analyse, je me suis dotée d'un cadre théorique constitué de la théorie de la structure des opportunités et celle de la masse critique. Concernant la théorie de la structure des opportunités, brièvement, elle a été développée par des auteurs américains tels que McAdam, Charles Tilly et Sidney Tarot, qui voient le déclenchement et le destin des mouvements sociaux dépendant des opportunités ouvertes. Dans cette perspective, la mondialisation est un grand ensemble possédant plusieurs éléments qui ont contribué à construire une sympathie internationale autour de la question du genre. La seconde théorie, à savoir la théorie de la masse critique, s'appuie sur l'expérience des pays scandinaves qui ont prouvé qu'il existait un lien étroit entre la présence d'un plus grand nombre de femmes dans les organes gouvernementaux locaux et nationaux et de meilleurs résultats politiques. Elle s'appuie en outre sur la théorie organisationnelle de Rosabeth Moss-Kanter, qui démontre que la force numérique d'un groupe minoritaire, ici les femmes, a un triple impact sur la culture de l'entreprise. Comme cadre méthodologique, j'ai utilisé le néo-institutionnalisme dans tous ses variantes et l'interactionnisme symbolique, ainsi que des techniques de collecte de données, à savoir les entretiens semi-directifs. J'ai situé mon étude dans la période de 1990-2018. La première date symbolise non seulement un tournant décisif pour le processus de mondialisation d'après certains auteurs, mais aussi la période de libéralisation politique et de démocratisation en Afrique en général et au Cameroun en particulier.
La seconde, quant à elle, coïncide avec les dernières élections sénatoriales au Cameroun. Au final, cet appareillage théorique et méthodologique m'a permis de structurer mon travail en 2 parties. La première s'intitule « Mondialisation de la problématique du genre et faible représentation des structures des femmes au Parlement et dans les communes ». Ici, il s'est agi dans un premier temps de répertorier les normes internationales phares qui ont contribué à bousculer les États dans l'adoption et l'implémentation des politiques sur le genre et bouleverser l'équilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes dans les lieux de décision. Ces mesures sont légion. Nous avons en nous catégorisé en mesures globales qui intègrent les mesures de discrimination positive prises par la communauté internationale et aussi sur le plan régional. Il y a en outre des actions des institutions financières internationales. Dans un second temps, nous avons analysé l'état de la représentativité des femmes au sein des institutions étudiées et nous avons conclu qu'il se dégage au Cameroun 2 trajectoires variées, dont une évolution satisfaisante et une résistance. En effet, si l'Assemblée nationale compte 31,1% de femmes députées élues en 2013 et le Sénat a désormais 31,4% de sénatrices élues à l'issue du nouveau scrutin de mars 2018, les exécutifs communaux, quant à eux, peinent à s'ouvrir avec moins de 10% de femmes maires, et il faut noter que le Cameroun n'est pas un cas isolé. Quant à la seconde partie de notre communication, je l'ai centrée sur les déterminants de la représentation politique divergente des femmes au niveau parlementaire et municipal en contexte de mondialisation. Ici, je montre que les recommandations internationales sur le genre se heurtent à un certain nombre d'obstacles, en l'occurrence les obstacles structurels qui touchent l'État et les partis politiques. Concernant les États, il faut noter que parce que le genre est une conditionnalité, les pays sont amenés à prendre des mesures cosmétiques, c'est-à-dire faisant juste figure, parce que le genre est une conditionnalité, les pays peuvent être tentés de procéder de manière cosmétique, c'est-à-dire faisant juste ce qui est nécessaire en termes d'affichage pour donner l'impression de répondre aux exigences internationales. À cet effet, au Cameroun, la démarche choisie par le gouvernement pour l'implémentation des politiques du genre est une démarche extrêmement incrémentale. Il y a par exemple une absence de quotas de femmes au niveau de la Constitution et même au niveau du code électoral. En 2012, nous avons souligné plus haut, même si la clause du genre a été instituée dans le code électoral, on remarque que cette clause a juste mis des dispositions contournées par des partis politiques parce qu'elles ne sont pas accompagnées de mesures contraignantes. Au niveau des partis politiques, on note que les partis politiques camerounais enregistrent les quotas volontaires les plus bas en Afrique, qui sillonnent seulement entre 25% et 30% et qui sont pour la plupart négligés, c'est-à-dire qui ne sont pas pris en compte. Quant aux obstacles socio-culturels et individuels, on note que ceux-ci touchent à la fois à l'éducation, la socialisation différentielle des filles et des garçons, la culture, principalement dans certaines zones au Cameroun, dans la partie septentrionale et dans les zones rurales. Cette sous-partie nous permet principalement de penser à la célèbre formule du professeur Aminata Diaw à la veille de la dernière journée mondiale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2012, selon laquelle on ne peut pas mettre fin aux violences sexistes sans comprendre la construction sociale qui leur sert d'arrière-plan. Et ceci est valable pour la violence structurelle dont sont victimes les Camerounaises au niveau du Parlement et des communes. En conclusion, dans cette communication, il ressort que seule une véritable volonté de l'État de féminiser les institutions politiques peut générer des transformations fondamentales au Cameroun dans ce contexte global d'universalisation de l'approche genre. Merci. Merci de nous avoir présenté donc l'expérience camerounaise, qui n'est pas seule d'ailleurs en Afrique. Mais peut-être que la question qui se pose à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qu'ouvre comme perspective cette opération cosmétique, comme vous l'avez intitulée, donc de normalisation, voire de standardisation, de l'égalité des genres en tant que principe.
sans le travail nécessaire, historique, d'appropriation des principes humains, qui est celui de l'égalité. Mais qu'est-ce qu'ouvre quand même, au niveau de la société, cette application normée d'un certain nombre de standards. Alors nous allons finaliser avec une dernière communication, mais que je lui laisserai le soin de présenter elle-même, c'est en portugais. Merci. Thank you, Mrs. Chair, Madame la Ministre. Good morning, dear colleagues. I'd like to first address my respect to Professor Aminata Diao's family here present. Allow me also cumprimentar os meus colegas dos países africanos de língua oficial portuguesa. Muito boa tarde aos amigos. My communication, my presentation will be about narratives of the liberation struggle in Guinea-Bissau, women trajectories and emancipatory pathways. I'm honored to be in this panel, honoring also a great woman, which was Professor Aminata Diao Cissé. I believe that Professor Aminata Diao Cissé was not only a distinguished African philosopher who contributed decisively to the debate on Africa's place in the knowledge production, but also an academic who stood for her commitment concerning the place of women in this production. It is about women and their perceptions of emancipation and liberation process in Guinea-Bissau that I will speak. Nation building in Guinea-Bissau was marked by a long-duration armed struggle of extreme violence, counted on the unquestionable women's contribution. However, given the complexities of the process, what kind of emancipation is possible to speak about in this case? What has been women's perceptions on emancipation? How far make the revolution meant an effective liberation experience? The sources, although relatively scarce, has shown that the posthumous discourse about the uncontestable leadership of Amilcar Cabral made relatively invisible the immense number of men and women who participated in the process of independence, active part of the movement. My case study on the other voices of the liberation struggle process, methodologically oriented in oral history, seeks to understand to what extent the construction of a historical narrative from individual trajectories can be helpful to fill in historiographical gaps, and specifically to dialogue with African decolonial perspective on gender studies. In my analysis, three important issues emerged: the relevant women's role in the liberation struggle, the first one; the invisibilization of their perspectives in the official narrative, the second one; and the non-recognition by the society, generally speaking, of women's protagonism in the nation-building process. In this sense, the effort to bring these women voices into the academic debate can have a transformative potential,
since it can lead to new historical readings and reflections, be it in terms of their protagonism in the political power or in terms of reconfiguration of gender relations in the context of the armed struggle. This methodological orientation based in oral history can allow individuals to emerge as historical subjects. On the other side, African Perspectives has been questioning the scope of some concepts and theoretical formulations to understand different realities of the continent. As Nigerian sociologists Mary Kolawole and Oyeronke Oyumi have demonstrated, the problem of gender in African studies is above all an epistemological one, being the concept in its origin, constitution, and expression based on Western experiences. According to the authors, one of the main limits of gender as analytical category, considering African contexts, concerns the definition of nuclear family, centered on the subordinated wife, patriarchal husband, and children, where there is no room for other adult individuals. In several interviews that I have conducted in Guinea-Bissau, it emerged the relative irrelevance of nuclear family model as the founding element of gender as an analytical category to explain social relations and gender inequalities. In my case study, as suggested by Bibi Bakari Yusuf, narrative constructions breaks with the perspective which essentially presents women as subordinated to men, or in alternative, as an homogeneous group without any kind of tensions and or conflicts. Mamãe Barbosa, a doctor and former combatant in the South Front in Guinea-Bissau during the armed struggle, explains how she experienced the years of the armed struggle. The first daughter of her mother in a polygamous family, she tells about the difficulties of the itinerant life in the context of war. I cite, "It was in our village that I started school in Ganafa. It was there that one learned ABC. And when the attacks became more intense in 1966, they took us to the bush. And when the attacks ended, we went back to school. My father had 4 wives. When the situation got complicated, he took my mother, the other wives and children to the village where I already lived with my grandmother. Sometimes there was resistance in allowing girls to go to school, but little by little it was getting better." End of citation. From this narrative comes the resilient side of communities and of women in particular. It also shows there the ideological force of the liberation movement. Mamãe Barbosa not only attended primary and secondary school in that context, but also had the opportunity to obtain a scholarship to study medicine abroad. As she stated, "I studied because my family encouraged me, my mother in particular, but also my father. But this was possible because of the mobilization of the party that facilitate girls' education." Fine, end of citation. Indeed, there were several tensions and contradictions inherent to the process. In this regard, Ana Maria Gomes Soares, a former combatant in the North Front, stated, "There are those women
who are never mentioned, among whom the very first Amilcar Cabral sent to China, such as Nyima Dabo, Carlota Sanka, Awa Kasama. It is important to know these figures and to know what they have done, and perhaps one day to honor them with names and streets or squares. And for our young people to know who they were and what they did. End of citation. Women's movement in Guinea-Bissau has been an important instrument of fighting, both in the past and in the present. In this regard, Ana Maria Gomes Soares referred that Bissau Guinean women need to create organizations that can be representative of the majority. She stated, I cite, "I see the Women's Democratic Union as a women's organization fundamentally supported by Amilcar Cabral in the past. He, Amilcar Cabral, thought that women should emancipate themselves, but in an organized way. Cabral was very devoted to women and defended their rights. But PAIGC, the party, the women's organization, PAIGC Women's Organization, has not evolved, in my opinion. You know, Mandinga people says, if you find a bundle and you understand that you can carry it, then put it in your head and take it. But if you see that you are not able to carry it, you will realize by simply looking at it. Leave it there where you found it. It is necessary to put competent people leading institutions and organizations." End of citation. It was possible to understand from the narratives of former combatants that one thing was the discourse of the liberation movement on women's emancipation and liberation. Another thing is women's own perceptions of what liberation and emancipation were about. In the Guinea-Bissau case, political and ideological discourse imagine a type of society that built women in a specific way. My empirical research has allowed me, so far, through discourses and practices of women who participated in this process, that this discursive construction did not always correspond to the experience lived by women. It seems that two contradictory realities coexisted. On one hand, the perception that the struggle for independence and nation building allowed the emergence of new spaces of political action and social mobilization in an emancipatory perspective. And, on the other hand, these spaces reverted into places of practices that denounced the sexist side of the same process. Coming to my final remarks, my question is, to what extent has Guinea-Bissau forged in the liberation struggle fully promoted women's emancipation? That is the question calling for an adequate and actualized solution. I believe women's contribution has to be documented and made part of our national history. Our children need to be told the correct history, and that this can be only told by us. This is also what, in my opinion, Professor Aminata Diaw Cissé fought for. Thank you very much.
Donc voilà, nous venons de finaliser ce panel et je dirais quel bel hommage que de marier le nom d'Aminata Diaw à celui de celles qui, par leur lutte, ont refusé l'ordre établi, qu'il soit colonial ou patriarcal. Donc nos 3 panélistes, à travers chaque intervention, pour Mabanda Mohangi Brey Gema, de restituer un itinéraire d'une militante comme Pavida, pour Vanessa Boudi d'interroger la mise en œuvre du principe standard de l'égalité des genres dans la représentation politique des femmes au Cameroun, et enfin pour Patricia Alexandra Godino Gomez d'analyser la contribution des femmes en Guinée-Bissau au mouvement de libération et à la construction nationale et surtout à toutes ses limites. Donc merci à vous toutes. Alors je ne sais pas si on a le temps d'ouvrir un débat. J'en appelle, on ouvre un débat. Allez-y, on va démarrer. Très bien. 20, OK. Oui, merci beaucoup pour ces présentations. J'aurais en fait une question à l'adresse de Patricia Alexandra Godinho Gomez. C'est sur, disons, l'élision du sujet et la disparition des femmes combattantes dans les luttes, qui concernent bien entendu d'autres pays. Disparition au moment de la paix, c'est-à-dire au moment de la construction civile d'un État. Je voudrais savoir, à son sens, quelle interprétation donne-t-elle spécifique de ce phénomène qui ne concerne pas seulement la subordination des femmes, et d'autre part, savoir comment elle considère en fait l'écart qui peut se produire entre, ça concerne bien entendu aussi les autres contributrices, mais l'écart entre, disons, les conditions sociales et les positions institutionnelles des femmes. Parce que il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre effectivement les mesures cosmétiques que l'on peut trouver ici ou là, et non pas seulement, bien entendu, sur le continent africain. Je tiens quand même à le souligner. Très bien. Merci. Allez-y, s'il vous plaît. Il n'y a pas au fond. Thank you very much, and sincere congratulations to our panelists for the very, very insightful, well-researched presentations. We are talking about issues of paradigm shift in the area of scholarship, knowledge production, and application, and I would come back to that. Based also on a discussion that I have had with Aminata, whom I met for the first time, in Brazil on a joint mission. I had met her through her works, but not physically. That was the first time. And teasing her, I questioned the issue of feminism, and we had a lengthy discussion about that. As Africans, I don't know whether we should be talking of feminism or rather of gender equity, etc., which does not mean gender parity. For me, gender parity, I also question it, and yes, that is my position. I may be wrong, because as you say about, when you see something that you want to put on your, if you know whether you can carry it or not, well, let's say that the issue is to put the right person, male or female, at the right place, So it's not about 50-50 or 50, etc. It's not about figures. It's about putting the right person. Now, why the issue of feminism? May I continue? Please, continue. I am not the only one. You don't want me to speak. La liberté. S'il vous plaît. I am not the only one. Angela Davis has also warned us about feminism. Yes, she did. She did in Women, Race, and Class. Unless I have misread it,
yes, about feminism, as it has been propounded, and exposed, and led by white feminists who at the same time were opposing the liberation struggle of black people. I don't think that I'm inventing anything. Now, there is also documented research, that has documented that the image projected about the situation and status of African women, about gender in Africa, I have contributed a little bit to that study, has shown that African women have been the first women in the history of humanity with constitutional rights. And until today, they have constitutional rights. The issue is that, we need to remove the glasses that have been forced on our noses and through which we read our realities. Then we would see that until today, if you go to the Bamileke of Cameroon, you have women who have got wives. Not that they sleep with them, but it is their status. They are called the Mafe. Until today, among the Makua, I'm talking of field research. These are not things that I read from any book. I did field research. In Mozambique, among the Makua, who are the majority group, until today, the marriage is matrilocal in certain parts. Meaning that when you marry, you go to the matrilineage of your wife-to-be. You are not even her husband. You have to prove that you are a worthy in law until today. And we could quote other examples. So we need to proceed in this epistemological subversion and look at things based on our own research and not what other people say about our realities. Thank you. D'accord, merci. Allez-y. Allez-y. Mariama. C'est tout un débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre le temps d'évoquer la contribution provocatrice de Sambou Bouri. Je voudrais simplement lui dire qu'il se pose la question de savoir est-ce qu'il a mal lu. Bach, nous sommes très amis et très complices, mais je pense que cette fois-ci, tu as vraiment mal lu. Je te remercie quand même parce que ce que tu nous dis du mariage et ce que tu nous dis du pays Bamileke, c'est une partie des revendications des féministes dans le temps de l'épistémologie. Cette partie de la revendication des féministes qu'Aminata Diaw a si bien portée, c'est aussi la contribution à noircir les pages blanches que la recherche a laissées. C'est aussi le questionnement des silences. J'avais demandé la parole dans cet hommage à Aminata Diaw pour dire deux choses. La première, c'est que sa pertinente production intellectuelle, qui a été si bien et si émotionnellement relatée par Bachir, ne saurait être complète que si on la met à côté de ce qu'elle a fait dans l'action. Aminata, ce n'était pas une intellectuelle qui reste à l'université. Aminata n'était pas une théoricienne de l'action. Aminata était aussi une praticienne de l'action. J'ai cheminé avec Aminata dans le Conseil sénégalais des femmes. Sa fille nous a parlé d'éthique. L'éthique, c'est ce qui m'a liée à elle. Une des plus brillantes contributions qu'elle a fait dans l'écriture de l'apport des femmes dans la politique, c'était son étude éthique et politique. Et dans éthique et politique, elle nous a tellement parlé de l'éthique à Nicomac que pendant longtemps, je l'appelais
Hey Aminata, est-ce que tu es la fille de Nicomac? Et c'est Aminata qui m'a appris que Nicomac était un lieu, une ville. Que Nicomac, c'était aussi le père d'Aristote. Et Nicomac, c'était aussi le fils d'Aristote. Et en lisant Éthique à Nicomac, on ne sait pas si Aristote parle de l'éthique telle qu'elle était pratiquée à Nicomac, ou est-ce que c'est l'éthique qu'il enseignait à Nicomac, ou est-ce que c'est l'éthique qu'il avait reçue de Nicomac, son père. La dernière chose que je dirais de l'éthique à Nicomac, c'est qu'un jour, les impératifs de l'UNESCO m'ont conduite à organiser une conférence entre l'Afrique et sa diaspora à Purdue, dans une université. Nous avions identifié un collègue qui devait prononcer la conférence inaugurale sur l'éthique et la bioéthique, telle que notre fille l'a si bien dit. Mais vous voyez, un problème de l'Afrique, c'est aussi l'instabilité. Parce que cette personne était en Côte d'Ivoire et puis la veille, elle a été attaquée par les rebelles, par les terroristes. Vous voyez, parce qu'il y avait là-bas le débat aussi sur la xénophobie. Donc, réalité africaine. J'étais très embêtée et je cherchais quelqu'un. Kolofoué, que j'ai contacté à travers Ibrahima et le Codestria, m'a dit telle personne, parce qu'il y a aussi les problèmes de visa. Et déjà aux États-Unis, ce n'est pas un spécialiste de l'éthique, mais c'est un spécialiste de la morale. Il pourra faire ton affaire. Moi, j'étais embêtée. Moi, je me disais, éthique, morale, spécialiste de l'éthique, spécialiste de la morale. Je ne comprenais pas toutes ces nuances. J'ai appelé Aminata. Commence à lui dire, toi, fille de Nicomac, je cherche un spécialiste de l'éthique et ton collègue Foué me parle d'un spécialiste de la morale. C'est quoi la différence? Et Aminata, après de longues dissertations sur l'éthique, parce que Aminata, c'était aussi le sens de la générosité dans le partage du savoir, a fini par me dire, il fera ton affaire. Il avait réellement aussi fait mon affaire. La dernière chose que je voulais dire sur Aminata, je ne sais pas d'ailleurs si je dois choisir son élégance, qui était l'autre partie de sa générosité. C'est ce qu'il nous a légué. Nous, la communauté des femmes, mais nous aussi, la communauté des social-scientistes. Je pense que notre meilleure manière de rendre hommage à Aminata, c'est de continuer à porter le combat qu'elle menait pour l'égalité. Toi de la Guinée-Bissau, ma complicité avec Aminata, c'était aussi les études qu'on faisait sur le mouvement des femmes en Afrique de l'Ouest. Et une des études était en Guinée-Bissau, sur les violences faites aux femmes aussi. Et une des études était en Guinée-Bissau. Lisons ce que Aminata a écrit. Regardons ce que Aminata nous a donné comme exemple dans sa façon d'être, dans l'action. Et continuons son combat. Merci beaucoup, Nouria. Merci à toi. Alors, on va peut-être arrêter là et donner la possibilité, alors peut-être une dernière intervention, afin que nos panélistes puissent réagir également. Allez-y. Thank you very much. I wanted to say to Mr. Samba that I'm very proud and happy to be here as a young African scholar, as a young woman to pay tribute to Aminata regarding the work she done here in Senegal regarding the parity law. She was very instrumental. She played an important role when she was the president of the Senegalese Council to make sure that the vote of the parity law happened. She was one of the few women who really mentioned that parity needed to be assumed here in Senegal. She was one of the very few women who fought. When people were saying that parity was premature in Senegal, she said, no, it's not premature. We need to fight to vote for the parity law to happen here in Senegal. And that is why today we are among
countries in the world, number 16 Senegal, with the highest number of women parliamentarians. Number 4, if I'm not mistaken, in Africa. She opened up the door for us to be at the table. We still have some work to do regarding some of the things that you mentioned, as far as bringing competent women, as far as making sure that we reinforce training on those women. But I could not sit without really applauding her for making sure that today, if other women from Africa, other women from the entire world are coming to Senegal to learn about what we are doing right with the parliament, that she played a huge role for us to be where we are today regarding the parliament. And I will end by saying myself, as a personal scholar here in Codesria, she was the one, really, who mentioned my name to be among the editors of the latest General Assembly that we had here in Codesria. So just to say that she was very keen in making sure and pushing really young scholars to be at their best when it comes to their intellectual work. Thank you. Merci. Merci pour vos témoignages qui enrichissent encore plus les présentations. Alors je voudrais me retourner vers les panélistes si elles ont envie de réagir par rapport aux remarques. Allez-y. Allez-y. May I? Okay. Thank you for the questions and your interest. Well, about the question on if I well understood, it's about if former combatants disappeared from our discourse or our history. And the other one is the women's social conditions. Okay, I think both them, I will just put it in the same answer. I think it's linked with something with the silence voices of our history. In my fieldwork, I realize that women are talking about the divorce of the leading classes in relation to the local communities, in relation to individuals. All these values that came from the liberation struggle, at what extent did we really appropriate them? It's one question. Another one, this morning, we heard the lecture of President Thabo Mbeki, brilliantly, I have to say, exposed the problems of globalization regarding African continent. But I think, as African woman, as an African academic studying gender questions and historian, we ignore many times the place of history of African history. Where is the place of African history in our discourse? This is about educating our people. So my question is, how can we confront the outside world if we even don't have our home well organized? How can we speak to the world if even between us Africans, we don't know us quite well, each other, we don't know each other? So as an intellectual African, I think we should first start from reading each other, confronting each other, and knowing each other.
only in this way we can be able to speak to the world and to be united, as President Thabo Mbeki was telling us. Otherwise, I don't know how can we have reference to do that. My grandmother used to say, if you don't educate your child to the world, you will never have a competent adult, a well-oriented adult to understand the world around him. So we should first begin from the beginning, not from the end. Thank you. Merci Mabenda. Vanessa? Allez-y. Mon intervention porte sur le rôle et la place de Kipavita dans le cursus scolaire au Congo-Brazzaville. Donc, j'aimerais dire à ce sujet que si j'ai opté pour ce terme de Kipavita, c'est parce que celle-ci n'est pas connue au Congo-Brazzaville, elle n'occupe pas une grande place dans le cursus scolaire, d'où l'importance d'aborder ce thème afin de faire connaître sa lutte, de faire connaître sa personnalité, et aussi parce qu'elle a été une grande héroïne qui mérite d'être connue. Également, cela permet aux jeunes Africains de connaître leur histoire, de savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, que nos ancêtres l'ont vécu, et s'ils ont été capables de se lever et de changer les choses, que nous également, nous pouvons changer les choses. Aussi, cette expérience permettra aussi également de conscientiser les jeunes filles, les jeunes femmes, dans un monde rempli de stéréotypes. Donc, je pense que c'est important de connaître une telle personnalité afin d'avoir une maîtrise sur notre histoire, sur l'oppression portugaise et également l'importance de l'identité culturelle pour le développement économique, politique et social d'un pays. Merci. Merci infiniment. Allez-y. Dernière remarque. Merci de nous avoir écoutés. En ce qui concerne ma communication, j'aimerais tout simplement dire que le genre reste une problématique fondamentale de nos sociétés. J'ai dit tantôt que la mondialisation avait permis de construire une sympathie internationale autour de la question du genre parce qu'elle avait permis de naître plusieurs éléments. Je peux citer ici la démocratie ou alors la démocratisation. Alors, dans nos sociétés contemporaines, on ne peut pas négliger un pan important de la société, ici les femmes, et prétendre être dans des sociétés démocratiques. Le monsieur a parlé, il s'est posé la question de savoir si en Afrique, on doit aussi parler de féminisme ou de genre. Pourquoi pas? Je pense que ces problématiques sont tout autant importantes, surtout dans le contexte africain, où la femme est encore sujette à plusieurs obstacles, notamment culturels, qui constituent une véritable chape de plomb, que ce soit dans son développement personnel ou alors dans son développement sur la scène publique. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci à mes panélistes et merci à vous tous. Et nous sommes tous persuadés qu'un travail de recherche, particulièrement en sciences sociales, quand il est mené avec rigueur, a forcément des suites sur le terrain social. Merci à vous tous et bon appétit. Thank you very much. We will take our lunch break for 1 hour, and then we resume at 3. Lunch will be served in